Dans un monde où la maladie, le manque d'éducation et les famines font rage, des hommes exceptionnels prennent leurs responsabilités. Grâce à leurs super pouvoirs, ils lutteront jusqu'au bout. Ils ne connaîtront pas le repos tant que le monde ne sera pas sauvé. Ce sont les philanthropes. Ces dernières années, entre Bill Gates et Mark Zuckerberg qui ont décidé de faire don de leur fortune, et notre Bernard Arnault National qui nous donne un centre d'art contemporain à 800 millions d'euros, on dirait que les patrons se sont découverts une vocation pour la générosité. Et oui, mesdames et messieurs, eux aussi, derrière leur carapace, ont un cœur qui bat. Et ils sont prêts à nous en faire profiter. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle philanthropie. Depuis les années 80, des législations successives favorisent la philanthropie. L'objectif affiché étant d'encourager les dons des plus fortunés et des entreprises vers les associations caritatives. Regardons un peu comment ça fonctionne. L'État récolte l'impôt, puis il rembourse une partie des dons, ce qui incite les entreprises et les philanthropes à donner plus. S'il n'est pas question ici de douter des bonnes intentions des philanthropes, il y a quand même quelque chose qui cloche dans ce système. Tout se passe comme si une partie des impôts était captée par les plus riches sous forme de remboursement, pour ensuite être allouée à la cause de leur choix. Plus ils sont riches, plus le montant de la captation est grand. Ainsi, il semblerait que ce système permette aux entreprises et aux plus riches de définir plus que les autres ce qu'est le bien commun. Et en cela, c'est un système tout à fait antidémocratique, où certains s'octroient un statut de super citoyen. Et c'est aussi l'occasion pour les entreprises d'améliorer leur image à moindre coût. Enfin, pas à moindre coût pour tout le monde, je vous rassure. C'est de l'argent public qui paye pour ça. Quand on sait qu'une multinationale comme LVMH dépense 10% de son chiffre d'affaires pour se créer une image de marque, alors qu'on lui permet d'améliorer son image tout en défiscalisant, pour elle c'est Noël avant l'heure. La philanthropie s'est particulièrement développée aux États-Unis, et sur ce sujet on les prend volontiers comme exemple. Je me suis dit que ce serait pas con d'aller jeter un coup d'œil là-bas pour voir ce que l'avenir nous réserve. Si en France seulement 0,3% du PIB est réservé à la philanthropie, aux USA ce chiffre atteint 1%. C'est-à-dire que 1% de toute la richesse produite aux États-Unis est consacrée aux fondations et aux ONG. Par exemple, pour les grandes universités comme Harvard ou Stanford, qui ont toute une fondation afin de se financer, les donations représentent un quart de leur budget. Avec des dons aussi importants, le système social américain est directement dépendant des philanthropes, c'est-à-dire des intérêts privés. Dans ces conditions, les puissances d'argent ont un levier de pression très important sur le gouvernement, et ils font d'une pierre deux coups, car ils améliorent leur image publique tout en évitant de payer une partie de leurs impôts. Aujourd'hui, la philanthropie a pris une ampleur encore jamais égalée. La fondation Bill et Melinda Gates en est le plus important représentant avec 40 milliards de dollars en sa possession et 5 milliards de dollars de budget annuel. Elle agit principalement sur les domaines de la santé, de l'agriculture et du développement. Avec un budget 2 fois supérieur à l'Organisation mondiale de la santé, elle dicte tout simplement ce qu'on fait en matière de santé publique dans le tiers-monde. Ces fondations sont gérées de la même manière que les grandes entreprises. Pour elles, il n'y a pas de honte à parler de retour sur investissement, ou d'investissement social, même dans des domaines humanitaires. D'ailleurs, contrairement aux ONG traditionnelles, elles ne reposent que très peu sur les dons. Tout leur capital est investi en bourse, et ce sont les revenus de leur placement qui sont utilisés par les fondations. La fondation Gates possède donc des actions dans des laboratoires pharmaceutiques, dans des géants de l'agrobusiness, du pétrole ou de l'armement. Leur seule ligne rouge est l'industrie du tabac. Parce que faut pas déconner, les missiles ça va, mais les cigarettes, jamais. La fondation du patron de Facebook, elle, investit dans des startups de l'éducation numérique en Afrique, afin de former des petits génies de l'informatique. Les conflits d'intérêts et les contradictions entre leurs actions humanitaires et leurs placements financiers ne semblent pas les tracasser plus que ça. Pour eux, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, en pensant business. Mais là encore, bien qu'on soit tenté de remettre en question la bonne volonté des philanthropes, à mon avis, c'est pas vraiment le sujet. C'est plutôt le caractère impérialiste de cette vision du monde qui est dégueulasse. À voir comment ces actions sont menées, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le système colonial. On oublie souvent que tout comme les philanthropes, les défenseurs de la colonisation étaient motivés par un certain humanisme. Notre héros national, Jules Ferry, déclarait en 1885 devant la Chambre des députés « Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parce qu'il y a un devoir pour elles.
Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Durant la colonisation, on leur inculquait la grandeur de la France et nos ancêtres les Gaulois. Aujourd'hui, c'est l'agriculture industrielle et la Startup Nation. Le contenu a changé, la façon de faire aussi, mais certains problèmes restent les mêmes. On impose la vision d'une élite occidentale dans les pays du tiers-monde. Et si on peut faire un petit billet en même temps, ça fait pas de mal. Si vous êtes encore dubitatif sur le parallèle entre philanthropie et colonialisme, je vous propose d'écouter Monsieur Odon Vallée, qui est un éminent philanthrope français. Quand on l'interroge sur le thème du chaos, l'exemple qui lui vient directement en tête est l'Afrique. Écoutons-le nous expliquer les actions qu'il mène sur ce continent. 10 mètres carrés, 23 gars, on leur a donné une télévision, ils apprennent à lire et à écrire avec des films télévisés. On met de l'ordre dans le désordre. Mais ça veut dire qu'il faut quelques personnes exceptionnelles avec une discipline de fer, une main de velours pour la forme, mais une main de fer pour le fond, et on peut mettre de l'ordre dans le désordre. Ils peuvent transformer complètement la vie des gens dans un sens d'ordre, de mesure, de santé et de savoir. C'est extraordinairement difficile, mais c'est possible de transformer le difforme en forme. Mais pourquoi le discours colonial nous fait immédiatement froid dans le dos, alors que la philanthropie nous semble pas si méchante que ça? En prenant un peu de recul, on entrevoit un tableau plus large. On nous raconte une histoire, digne des meilleurs studios d'Hollywood. Un jour, un homme qui voulait changer les choses eut une idée de génie dans son garage. Il travailla sans relâche pour créer de l'activité et apporter son innovation au monde. Mais une fois tous ses exploits accomplis, cela ne lui suffisait pas. Oh non! Il ne supportait pas de voir tous les problèmes qu'il n'avait pas réussi à résoudre. Il décida alors de mettre sa richesse bien méritée au service des plus démunis et devint philanthrope, en espérant que son combat ferait une différence pour les générations à venir. Dans cette histoire, on peut lire une proposition en filigrane. Laisser les philanthropes et les entreprises se soucier des matières sociales. Après tout, ne sont-ils pas les nouveaux super-héros de notre société ? Cette histoire devrait nous convaincre que le système actuel, avec ses patrons en tête de file, sont nos nouveaux sauveurs, et qu'ils sont donc légitimes à nous gouverner. Les laisser dominer la vie économique, c'est bien, mais ce serait quand même vachement plus cool si en plus on pouvait les applaudir pour ça. Il y a pourtant une autre histoire qui mériterait d'être racontée. Celle de peuples qui luttèrent pour leur indépendance et pour se sauver eux-mêmes, sans l'aide ou la supervision des dominants, en mettant en commun plutôt qu'en reposant sur les initiatives privées. Peut-être qu'Hollywood n'en ferait pas un très bon film, mais c'est une histoire qui, moi, me plairait de voir à l'écran.